Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo Silver Screen dédiée à la série Lois et Clark. Nous souhaitions tout d'abord nous excuser pour la qualité de la vidéo que vous allez voir. En effet, un confinement a été mis en place qui a fortement chamboulé nos conditions de tournage, notamment le fait que nous n'avons pas pu nous réunir tous ensemble sur le plateau habituel. Nous avons néanmoins opté pour tenter une vidéo faite à distance, où chacun est filmé de chez lui. Mais malheureusement, la qualité d'image n'est pas aussi optimale que ce que nous avons d'habitude. Et en attendant, nous espérons que cette vidéo vous plaira et vous souhaitons un bon visionnage. Salut Max et Anthony. Salut. Bonjour tout le monde. Content de se retrouver sur ce live sur Lois et Clark. Donc une série culte qui comprend 88 épisodes, 4 saisons, diffusée aux États-Unis sur ABC entre 1993 et 1997. Et qui revient sur le mythe de Superman. Nous allons revenir sur 6 épisodes emblématiques de la série. Lois et Clark, épisode pilote. Clark Kent, un jeune homme fraîchement débarqué de Smallville, devient journaliste au Daily Planet. Le rédacteur en chef, Perry White, le met sur un reportage avec Lois Lane. Doté de pouvoirs surnaturels, Clark va très vite avoir l'occasion de les utiliser pour sauver les personnes en danger. Sa première mission va consister à empêcher Lex Luthor de saboter le projet spatial Prometheus. Première petite question, Lois et Clark est une relecture du mythe de Superman façon John Byrne, le célèbre auteur de bande dessinée. Que pensez-vous de cette nouvelle version et vous rappelez-vous dans quel contexte vous l'avez découvert? J'ai découvert pour la première fois lorsqu'elle a été diffusée sur M6 dans l'émission Mardi tout est permis, qui était une émission qui à l'époque proposait des séries en prime time. Lois et Clark en fait a été la première version live du personnage de Superman que j'ai connu. Ah. Je l'ai connu Lois et Clark avant les films de Christopher Reeve. Et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour l'interprétation de Dean Cain. Et notamment sa version de Clark qui, même si elle se veut... il y a toujours cette histoire d'alter ego entre le Clark et le Superman. J'ai toujours apprécié le fait que le personnage de Clark est peut-être un petit peu moins effacé que ne l'était l'interprétation de Christopher. Et qui le rend du coup un peu plus identifiable aussi. Oui. Là, alors c'est vrai que pour ma part, c'est l'inverse par rapport à toi. J'ai vu d'abord la version de Christopher Reeve, et puis après j'ai enchaîné sur Lois et Clark et l'interprétation de Dean Cain. Et c'est vrai que là, on est sur un rapport inversé, c'est-à-dire que dans les films de Christopher Reeve, on a le personnage de Superman qui se déguise en Clark Kent pour vivre parmi les humains. Alors que dans Lois et Clark, on est dans la version inverse, donc façon John Byrne, c'est-à-dire que le vrai personnage, c'est Clark Kent, et il prend l'identité de Superman pour agir en tant que super-héros. Et puis, moi, pour ma part, moi, j'ai découvert la série quelques années plus tard, lors des rediffusions sur M6 tout au long des semaines à 18h, si je me souviens bien. Et c'est vrai que moi, la sensation que je suis comme toi, Maxime, en fait, moi, j'ai découvert déjà la série avec Dean Cain, et j'ai découvert les films de Superman bien après. Mais moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que c'est vraiment une série qui est ancrée dans le contexte des années 90. Et on sent bien que c'est une adaptation qui a vraiment été faite pour la télévision. Oui. Parce que on avait bien, au niveau des coupures pub, on avait bien des découpes propres. Je trouvais que c'était toujours bien coupé au niveau des épisodes. Et sinon, c'était aussi une série qui était grand public, c'est-à-dire que
c'était à la fois pour un public qui pouvait comprendre des choses un peu compliquées parfois, mais ça pouvait être aussi pour les plus jeunes. Bah, c'est vrai que l'adaptation, là, elle a été créée par Deborah Joy Levin, qui a essayé donc de faire de Superman un personnage vraiment grand public, même familial. Et là, la série s'inspire clairement de Clair de Lune. Je ne sais pas si vous connaissez cette série des années 80 avec Bruce Willis, voilà. Et donc l'idée, bah, c'était vraiment d'en faire une série romantique et grand public. Et la volonté de la productrice aussi, c'était de donner un rôle très fort à Lois Lane. C'est vrai que dans cette version-là, ça change beaucoup parce que même si dans le film de Christopher Reeve, le personnage de Lois Lane avait quand même ce côté un peu intrépide, la représentation typique de Lois Lane à ses débuts, notamment dans les premiers dessins animés, était vraiment juste de la femme en détresse qui n'est là que pour... certes, elle va dans les ennuis, mais pour se faire sauver par Superman qui débarque. Alors que depuis, dans les comics, et puis donc là, notamment dans la série, on voit que elle-même, certes, elle s'attire des ennuis, mais sans pour autant être totalement dépendant de Superman. Elle sait se débrouiller elle-même, et c'est vrai que ça en fait un personnage assez fort. C'est une des interprétations d'ailleurs les plus déterminées, je trouve, du personnage, parce qu'elle est vraiment prête à aller jusqu'au bout, notamment dans le pilote où elle est vraiment déterminée quand elle est sur une piste et elle lâche pas l'affaire. Ah, clairement. C'est une femme très indépendante dans cette version-là. Et la série a souvent été qualifiée par la presse de post-féministe. D'ailleurs, la série s'appelle Lois et Clark, et non Clark et Lois. Ça montre vraiment que... À l'inverse de la nouvelle série Superman et Lois, où là, du coup, on a Superman en premier. Oui, c'est ça. Là, pour certains, Lois serait presque le premier, le personnage central de cette série. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça se ressent, je pense, dans pas mal d'épisodes, hein, parce que d'ailleurs, on sent tout de suite que Clark, il est au début, en tout cas, mené un peu à la baguette. Hein, oui. Donc Clark, il a fait un peu malgré lui dans ses embrouilles parfois. Donc Oui, d'autant plus que le Clark de Dean Cain, comme le disait Maxime, il n'est pas effacé par rapport à Christopher Reeve. Christopher Reeve, lui, il essayait de passer un peu inaperçu au Daily Planet, de se fondre un peu dans la masse. Là, on a un personnage de Dean Cain quand même qui est qui a un caractère bien affirmé. Donc ça permet aussi de trouver un équilibre par rapport à Lois, qui est vraiment une meneuse dans l'histoire. À Pilon, on sent vraiment l'importance du personnage de Clark Kent. Il n'y a pas que le personnage de Superman, hein, c'est vrai. Oui. Puis ce que j'aime bien aussi dans cette série, comme on le voit justement à l'écran, c'est que dans cette version-là, ses deux parents sont encore en vie. Oui. Puisque dans beaucoup de versions, soit son père est décédé, ou soit même les deux parents sont morts. Et là, le fait qu'il ait ses deux parents encore en vie, je trouve que ça ajoute beaucoup à la série, parce que du coup, il joue le rôle de confident. Parce que dans beaucoup de séries, il faut forcément un confident, ou alors parfois ça peut être un acolyte, pour que le héros puisse réfléchir avec eux, lui parler des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Et dans beaucoup de séries actuelles, pour avoir ces confidents-là, on rajoute des grosses équipes, c'est-à-dire que ce soit Arrow ou The Flash ou même Supergirl, ils ont tous énormément de monde autour d'eux qui connaissent leurs secrets, qui connaissent qu'ils ont des pouvoirs. Mais du coup, ça en fait beaucoup moins des héros solitaires. Alors que là, le fait d'avoir gardé ses parents en vie
et qu'il puisse du coup discuter avec eux, retourner à Smallville quand il a des soucis qu'il n'arrive pas à résoudre, et ben rajoute ce côté entre guillemets soutien, mais tout en gardant le personnage en tant que le héros solitaire qui est héros tout seul, même si par la suite on verra que Loïs aura une place beaucoup plus importante dans ce duo, mais c'est ce côté-là que j'aime bien aussi. Et puis on voit bien l'alchimie entre les deux personnages. Honnêtement, l'alchimie entre Jonathan dans cette version et Martha, on sent vraiment qu'ils sont attachés l'un à l'autre et que la priorité, c'est vraiment leur fils. Hein. Contrairement à Smallville, où c'était quand même des versions plus jeunes et où ils avaient un peu chacun leur point de vue, on va dire. Surtout Jonathan, il était plus sur ses opinions personnelles. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup dans Lois et Clark que quand il lui téléphone, ils ont tous les deux le téléphone en même temps. J'ai toujours trouvé ça c'est très marrant, synchronisé. Ça. Et les deux acteurs, j'ai l'impression qu'ils s'entendaient vraiment très bien. Parce que comme tu dis, il y a une réelle alchimie entre Jonathan et Martha Kent. Ça transparaît. Et ce que j'aime bien aussi dans cette version-là, c'est que c'est la mère de Clark qui conçoit le costume de Superman. Oui, c'est vrai que selon les versions, ça change beaucoup. Soit c'est lui-même qui confectionne ce costume, soit c'est un costume qu'il obtient, on ne sait pas trop comment. Par exemple, dans le film de Christopher Reeve, c'est pas détaillé explicitement comment il l'a. C'est juste qu'à partir du moment où il va dans la forteresse se replier. Dans un certain temps, après, il revient en tant que Superman et il a son costume. Dans les versions plus récentes, c'est un costume de technologie kryptonienne qu'il récupère dans des vestiges et qui du coup est a la technologie kryptonienne qui fait que en fait c'est juste un blason et quand il l'a sous sa chemise et puis quand il l'active, il l'appuie et t'as tout un peu à la manière des nouvelles armures d'Iron Man, il y a tout le costume qui se matérialise. Ah oui. Mais c'est vrai que cette version-là où c'est sa mère qui le fait, rajoute justement un petit côté aussi de l'amour des parents de Clark qu'ils ont pour lui, et le fait qu'ils le soutiennent aussi, entre guillemets, dans cette voie-là, dans le fait d'être un super-héros. Et d'ailleurs, c'est une version qui a été conservée dans le dernier film d'animation DC qui est sorti, Superman l'homme de demain, oui. Où là encore, ses deux parents sont en vie, et où c'est là aussi sa mère qui lui confectionne le costume, à la différence que tout le costume est fait à partir des draps et couvertures dans lesquels il a été trouvé. Alors qu'ici, dans Lois et Clark, le costume est fait à partir de tissu classique, et il y a uniquement le S qui lui provient du S qui a été retrouvé dans sa capsule. Ouais, d'ailleurs, j'ai toujours adoré cette scène quand on voit Martha qui tient le S dans la main avec son sourire. J'ai toujours aimé cette scène. Oui, moi aussi. La scène où il essaye où il se confectionne son costume particulièrement. J'ai toujours adoré cette scène où on le voit essayer plusieurs costumes et on voit bien qu'elle a pas assez loufoque, tu vois, avec même un look panthère. J'aurais voulu aborder avec vous l'interprétation de Lex Luthor façon John Shea dans Lois et Clark. Qu'est-ce que vous en pensez? Il diffère du scientifique fou qu'on a l'habitude de voir dans d'autres versions. Ça reste un philanthrope qui a énormément de grandes fortunes et qui est quand même très intéressé dans pas mal de domaines. On le voit notamment là dans le pilote où il manigance pour pouvoir mettre en orbite sa propre station spatiale de recherche pharmaceutique pour étendre davantage son empire. Mais c'est vrai qu'on a moins ce côté vraiment intelligence scientifique, où il est à même de créer lui-même des machines ou des éléments très complexes. Mais ça reste une version, je trouve, très, très bien interprétée.
Oui, alors moi, déjà, j'ai toujours aimé, ce qui me frappe toujours, c'est le regard de John Chia en Lex Luthor. J'ai toujours trouvé qu'il avait un regard perçant Ah oui. et que je pense notamment à la scène du serpent. Mm. Quand j'ai revu le pilote il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, quand il regarde le serpent et que il montre au serpent que c'est lui qui a le dessus, c'est un regard impressionnant. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que donc on sent au début que Lex Luthor, il est très préoccupé par ses projets personnels. Et dans cette version, je trouve que dès qu'il rencontre Loïs, on sent que il a tout de suite un attachement particulier pour elle et qu'il sait qu'il se passera quelque chose entre eux. Donc la dynamique de l'ex, ça le change un peu à partir de ce moment-là et il va baser entre guillemets ses projets sur aussi le fait que d'essayer de séduire Loïs. Oui, bah c'est l'un des intérêts de cette série-là aussi, c'est qu'il y a un triangle amoureux entre Loïs, Clark et Lex. Oui, c'est ça. Ah, on devrait dire Superman aussi. C'est vrai. Et gros point fort aussi de cette série, me semble-t-il, c'est l'interprétation de Len Smith dans le rôle de Perry White. Moi, j'aime beaucoup cette version-là, puisque on sent vraiment je trouve dans sa manière de jouer, on sent vraiment la ferveur du directeur de journal qui veut absolument à chaque fois trouver le meilleur scoop, la meilleure histoire, tout pour faire la une des journaux et être le journal le plus vendu, le plus renommé. Et c'est vrai que après tous ces petits à côté justement de sa et cette histoire avec sa femme Alice, avec justement le fait qu'il soit fan du King, après ça rajoute un petit détail qui paraît rien du tout, mais qui fait que malgré son côté autoritaire, on s'attache au personnage mine de rien. Et même si c'est le boss de Lois et Clark, finalement il devient aussi un personnage à part entière de cette équipe. Et donc pour ma part, c'est vrai que moi je trouvais que c'était, en tout cas pour ma part, c'est la meilleure interprétation de Perry, parce que c'est vrai que je trouvais que dans les films de Superman, la version de Perry White, elle était quand même assez effacée. Le personnage, il a beaucoup moins de profondeur. On le voit envoyer Lois et Clark sur les reportages, mais on ne le voit pas plus que ça. Et c'est vrai que le personnage de Len Smith, et puis on s'aperçoit que il peut être à la fois très dur et à la fois très tendre. Et, et aussi un père de substitution, entre guillemets, pour Jimmy, parce que dans les premiers épisodes, on s'aperçoit qu'il a tendance à lui confier les sales besognes, entre guillemets, mais on s'aperçoit que c'est surtout dans l'intérêt de Jimmy, c'est-à-dire pour lui apprendre que la vie n'est pas toujours simple et qu'il faut se renforcer et qu'il faut quand même avoir un peu de dureté. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Len Smith a vraiment une figure paternelle dans la série, et même pour Lois et Clark, je trouve. Et c'est vrai que on se sent davantage proche de ce personnage-là aussi, parce que c'est une série télévisée, on le suit sur 88 épisodes, on le voit beaucoup plus régulièrement que dans les films, donc on est facilement attaché au personnage, et aussi, je trouve, pour son côté fan d'Elvis Presley, qui donne des fois des gags assez amusants dans la série. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est un truc que j'ai noté. J'ai eu l'impression en revisionnant le pilote que quand il a mis Loïs en duo avec Clark, je sais pas, mais j'ai eu cette impression que il avait senti
qu'il pourrait y avoir une alchimie entre les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a fait cet effet-là. Je pense que oui, il a senti le potentiel dans l'écriture justement de l'article sur le théâtre qui allait être détruit et que Loïs ne voulait pas traiter parce qu'elle avait quelque chose de plus intéressant vis-à-vis de l'ex et de la station, et que lui, il a pris l'initiative d'aller investiguer, et il a réussi à sentir au niveau de son écriture que entre l'écriture de Clark et l'instinct de Loïs pour trouver des scoops, et effectivement ça pouvait faire une très bonne équipe. Et puis Clark Kent a une sacrée poignée de main. Oui, c'est le culte. Alors finissons sur cet épisode pilote, peut-être sur les effets spéciaux de Lois et Clark. Dans cet épisode, donc, on a des séquences de vol qui, pour la première fois, étaient réalisées avec des effets numériques. Quelles ont été vos impressions sur ces effets spéciaux? Dans ce qu'il vise très bien, parce que les séquences de vol, on a plusieurs façons ils représentent de plusieurs façons ses pouvoirs, parce qu'on a aussi bien les scènes quand il s'envole dans la ruelle que quand il marche sur les murs de sa chambre. Ah oui, c'est bien fait ça. Et l'une et l'autre, je trouve que on y croit en fait. C'est-à-dire que même dans la fluidité, je trouve que dans la scène, dans la ruelle, à aucun moment t'as une impression que il pourrait être tenu par des câbles, ou qu'il pourrait être mal incrusté ou quoi que ce soit. Et honnêtement, il vole et toi ça te paraît naturel. T'as l'impression, oui, c'est Superman, il vole dans la ruelle, c'est normal. Même quand tu vois justement, il s'apprête tout juste à décoller, puis il se fait interpeller par le sans-abri. Et puis après, il marche vers lui, mais en fait, il est déjà en train de voler, du coup, il flotte un peu, et puis tu vois, il a ce petit léger mouvement, ou comme s'il continuait à marcher, mais en flottant, et c'est très fluide, et honnêtement, je trouve que les effets spéciaux sont, certes, ils datent de cette époque-là, pour certains autres, on peut remarquer parfois que voilà, ils sont restreints à cause de ce qui se faisait à l'époque, mais je trouve que les différents pouvoirs de Superman sont quand même très bien représentés. Honnêtement, c'est vrai que pour l'époque, c'était... moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu le pilote, c'était quand même impressionné parce que tu voyais le personnage en lévitation. Tu te dis, tu vois pas en fait. Et pour l'époque, c'était quand même une sacrée prouesse en fait. Pour les années 90, c'était déjà... moi, je pense notamment au plan où, une fois qu'il a décollé, on voit le plan sur la ville qu'on voit souvent au début du générique. Oui. C'est un plan qui est énorme. Et quand on le voit tendre le bras comme ça, sans costume, et qui va jusqu'à Smallville, chez ses parents, j'ai toujours adoré, franchement, ce plan. J'ai toujours aimé ça aussi. Il est en tenue de journaliste, c'est Metropolis de nuit, et comme tu dis, le plan a été repris dans le générique, ça rend très bien. Et j'ai même vu qu'ils avaient utilisé aussi un Clark numérique à un certain passage du pilote. Justement, je crois que Maxime, c'est le passage que tu évoquais où il décolle. Au début, il est arrêté par un SDF et après il reprend sa course. À ce moment-là, ils ont utilisé un Clark Kent numérique et ça se faisait très peu à l'époque, surtout pour la télévision. Ah bon, en tout cas, on s'en rend pas compte. C'est impressionnant. Une pierre de ma planète. Lois et Clark sont chargés d'un reportage à Smallville et se retrouvent face à Jason Trask, qui est à la recherche d'une pierre découverte à l'endroit où le vaisseau de Superman a atterri. Clark est pour la première fois confronté aux effets de la kryptonite verte. Alors passons au deuxième épisode de notre sélection, une pierre de ma planète. C'est un épisode important parce qu'il introduit pour la première fois de Lois et Clark la kryptonite, le talon d'Achille de Superman. Qu'avez-vous pensé de cette version ? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que comme c'est la première fois qu'il entre en contact avec la kryptonite, de la même façon que
que dans les autres versions où plus il est en contact avec et plus il arrive à résister à ses effets, même si elle reste mortelle pour lui. Là, comme c'est la toute première fois, son corps est pas du tout habitué, ce qui fait que eh bien, il va devenir, pendant l'espace de quasiment 24-48 heures, il va redevenir humain, au point d'être totalement blanc comme un linge, malade, et de ne pas avoir suffisamment de force pour même réussir à soulever une voiture à main nue, et il va même aller jusqu'à se couper avec une feuille de papier, ce qui fait que ça va aussi aider à renforcer la suspension d'incrédulité, qui est le fait que Lois ne devine pas que Clark est Superman, alors qu'à part les lunettes, il n'y a pas grand-chose qui change, mais que, comme dans cet épisode-ci, elle l'a vu être très malade, très affaibli, et qui s'est coupé avec une feuille de papier, et ça aide à ce qu'on comprenne que, forcément, ayant vu ça, elle ne puisse pas se rendre compte que Clark soit Superman. Exactement. Alors, en plus, comme tu le disais, Maxime, effectivement, là, on sent que la kryptonite, elle a entre guillemets un effet plus important parce que, en y étant exposé, la durée d'affaiblissement de Clark est plus importante, contrairement à d'autres versions de Smallville, par exemple, je pense, où quand on lui met devant lui, il affaiblit sur le moment et quand on l'éloigne, il retrouve tout de suite ses pouvoirs. Tandis que là, on sent que ça lui provoque des maux de tête qui ont tendance à durer et que, comme tu le disais, ça le rend humain et qu'il est capable de se couper avec du papier et que ça le rend vraiment vulnérable. Et ça lui donne un côté vraiment plus humain. J'ai remarqué au niveau des effets sonores, c'est le même effet qui sera utilisé bien des années plus tard dans Smallville. On a le même effet sonore de Kryptonite. Alors, un aspect que j'aime bien dans cet épisode, c'est que Superman est considéré comme une menace extraterrestre. C'est aussi repris dans les comics ou dans les versions récentes de Zack Snyder. Est-ce que vous avez bien aimé cette particularité ? C'est vrai que j'ai bien aimé la façon dont c'est amené, même si à l'époque je m'en étais pas forcément rendu compte, puisque je n'avais pas autant de connaissances sur le personnage que maintenant. Mais en fait, le personnage de Trask, finalement, pourrait là en fait pour remplacer entre guillemets le personnage du général Lane, qui dans les comics est le père de Lois, alors que ici dans la série ils ont pris quelques libertés vis-à-vis de pas mal de personnages, et en l'occurrence le père de Lois du coup n'est pas général, il est docteur. Mais on retrouve ce côté militaire qui est persuadé que Superman est une menace et qui est prêt à tout pour prouver au monde entier et même se réussir à se débarrasser de lui. La preuve ici, puisque alors que il va jusqu'à détourner des éléments du gouvernement pour arriver à ses fins, et c'est quelque chose qui marche bien, même si je trouve que avec le recul c'est un peu dommage qu'ils aient pas utilisé directement le personnage du général Lane, même si c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué sans doute du fait que ce soit le père de Lois. Et donc, comme tu le dis, Maxime, effectivement, le personnage de Trask aurait très bien pu faire office de général, mais c'est vrai que ce qui change un peu la donne dans la série, c'est le fait que simplement, donc Trask à la fin finit par découvrir que Superman n'est pas un extraterrestre, mais qu'il n'est autre que Clark Kent du Daily Planet. Oui. Et du coup, il est obligé de l'arrêter, d'ailleurs, en tant que Clark Kent. Et je pense que c'est ce qui a, entre guillemets, un peu changé la donne, parce que du coup, Clark est obligé de l'arrêter sur le moment, parce que sinon, Trask aurait à 99%, je pense, révélé l'identité de Clark au monde entier, quoi. Et alors,
on l'a pas évoqué dans la présentation du pilote, mais cette version de Lois et Clark donne une nouvelle représentation du personnage de Jimmy Olsen, le photographe. Oui, c'est vrai que là aussi, on a quelques petites libertés de prise, le fait qu'il soit pas rouquin. Mais à part ça, je trouve que l'interprétation du personnage est quand même très bonne, puisque on retrouve ce jeune homme qui cherche à faire ses preuves, qui, comme on l'a dit un peu plus tôt, a cette relation un peu père-fils avec Perry, et qui cherche à obtenir son approbation, obtenir sa reconnaissance en tant que photographe, et pas juste être son simple assistant. Notamment dans cet épisode-ci où Perry cherche un photographe à emmener pour venir en soutien à Lois et Clark qui sont sur leur reportage, et Perry va réfléchir à bon nombre de photographes qui sont des planètes, et à aucun moment penser à Jimmy qui lui va forcer Perry pour lui dire mais si je peux y aller, je peux me rendre utile, vous serez fiers de moi, vous vous rendrez compte. Effectivement, tout comme le personnage de Perry dans cette version, on sent ici que le personnage de Jimmy, il a entre guillemets un peu plus d'importance par rapport au film original, où là on sent que déjà le rapport entre Lois et Jimmy, il est un peu différent dans le sens que on sent vraiment une amitié entre guillemets qui lie les deux personnages. Je pense notamment à la scène du pilote où Jimmy décolle la moustache de Lois. Oui, effectivement. Et ce personnage de Jimmy Olsen, on s'en rendra compte par la suite dans la série, est un peu amoureux aussi de Lois Lane. D'ailleurs, j'ai oublié un petit détail qui a son importance dans cet épisode-ci, parce que c'est quelque chose qui est très connu dans les comics, c'est que Jimmy a une montre qui lui sert à appeler Lois et Clark. Et oui. Même si là, dans la série, ce ne sera plus utilisé par la suite, mais dans cet épisode-ci, justement, il l'utilise puisqu'il a acheté cette montre en se disant, bah si, comme elle utilise un son sur une fréquence que seule une ouïe comme celle qu'a Superman peut entendre, ça pourrait servir à l'appeler. Et là, en l'occurrence, même si c'est pas du tout si ça a fonctionné, il va vouloir l'utiliser parce qu'il se dit qu'il y a besoin de Superman, et c'est ce qui va aussi permettre à Clark, alors qu'il est attaché à la fin dans le fourgon, alors qu'il n'a pas encore totalement récupéré tous ses pouvoirs, et bien d'un seul coup sa super ouïe va réussir à se réactiver. Il va entendre le bip de la montre qu'il a déjà entendu lorsqu'il était au Daily Planet et où Jimmy avait voulu l'essayer. Et d'un seul coup, il va se dire « Mais oui, c'est vrai, je suis Superman, je peux pas m'abandonner », hop, il va se libérer, et il va réussir à vaincre Trask par la suite. Je me suis rendu compte, avec le recul, que j'ai trouvé un peu dommage que ce ne soit pas dans cet épisode-ci que soit présenté le personnage de Lana Lang, puisque dans les saisons suivantes, il y aura un épisode où elle sera présentée. Mais pour moi, en fait, ça aurait été plus intelligent de la présenter à Smallville, puisque c'est à Smallville qu'il l'a connue. Notamment, là, on rencontre un personnage de la shérif qui se présente comme étant une ancienne amie à Clark, avec qui elle a été au bal de promo. Et on sent au niveau de l'interaction entre Clark et le shérif que c'est le même genre d'interaction qu'on aurait pu avoir entre Clark et Lana. Et c'est pour ça qu'avec le recul, je me dis c'est dommage que ce soit pas Lana. D'autant plus que, à ma connaissance, il y a eu très peu de filles avec qui Clark est sorti à l'époque où il était à Smallville. Et pour moi, à part Lana, je n'en voyais pas d'autres. Donc là aussi, le personnage de Rachel vient un petit peu déroger à cette règle-là. Cet épisode-là nous montre à un moment donné que les rapports entre Lois et Clark commencent à changer tout doucement et ne sont plus professionnels entre guillemets, puisque Lois se rend compte effectivement que tous les préjugés qu'elle avait sur Clark et sur le fait que ce soit un fermier, etc., etc. Là, elle va rencontrer ses parents, donc elle va rencontrer ces deux personnes qui, au final, ont élevé leur fils
seuls sans l'aide de personne, alors que ils ont une ferme à faire tourner en plus. Donc, Loïs va commencer à avoir un autre regard sur Clark et pendant cette fameuse scène de la danse, on sent qu'il peut éventuellement plus tard y avoir un rapprochement entre les deux personnages. Et effectivement, le personnage de Rachel, j'ai trouvé que c'était une sorte de Lana, mais une Lana un petit peu décalée. C'est-à-dire une Lana avec un petit peu une partie de la personnalité du personnage de Kat, j'ai trouvé. Un peu. Ah oui? Une partie un peu décalée. Oui, parce que dans la série, on n'en a pas parlé, mais le personnage de Cat Grant est un peu sulfureux. Wow. Joyeux Noël. Winslow Schott, un fabricant de jouets aigri par son licenciement, invente un sinistre jouet qui transforme les généreux habitants de Metropolis en êtres cupides et égoïstes juste au moment de Noël. Joyeux Noël. C'est un épisode qui a la particularité d'être écrit par Dean Cain en personne et d'avoir un ton très, très humoristique. Est-ce que vous avez aimé? Oui, bah moi ça fait partie de mes épisodes préférés, justement avec l'effet du produit qu'il y a dans ce rat et qui fait que tout le monde retourne un peu en enfance, notamment Loïs qui se chamaille et puis qui veut absolument récupérer tous les rats, et même Clark qui finalement, alors qu'il y a d'autres épisodes où il n'est pas forcément affecté par les effets de produits chimiques, notamment l'épisode où avec une potion d'amour, et bien cette fois-ci il est affecté, donc lui-même retourne un peu en enfance, sauf que forcément c'est un peu différent avec lui, puisque lorsque Jimmy décide d'avaler tous les bonbons et que Clark veut pas le laisser, lui avec ses super pouvoirs, forcément il en avale beaucoup plus vite. Et puis j'aime bien aussi le passage justement où il crame le talon de Loïs avec sa vision thermique et que sa mère voit ça et sort et en l'appelant par son nom complet, Clark, Jérôme, Kent, et puis en le tirant par les oreilles, vraiment comme une mère avec son enfant, et c'est vrai que c'est un épisode que je trouve très marrant. Moi, pareil, c'est vraiment un épisode. D'ailleurs, ça se voit que dès que j'en parle, je peux pas m'empêcher de sourire parce que c'est vraiment les répliques. Moi, il y a vraiment des répliques qui m'ont marqué. Je pense notamment à Loïs a fait des bêtises, Loïs a fait des bêtises. Ouais. Et c'est vrai que c'est un épisode en plus, on va dire, entre guillemets, avec des faux méchants. Oui. Parce que donc, il y a Madame Dufy et je ne sais plus son nom. Winslow Schott. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il fait ça parce qu'il a été blessé en fait par le fait que les gens n'aimaient pas les nounours en peluche qu'il avait fabriqués. Donc, Oui. c'est un peu un faux méchant de l'épisode. Et j'aime bien aussi ce côté, on va dire, entre guillemets, méchant gentillet. Parce qu'on sent que Madame Dufy, au final, elle n'est pas trop poursuivre Monsieur Schott dans ses projets. D'ailleurs, même quand il déverse le produit dans les conduites d'eau de la ville, on sent que après, il regrette tout de suite son geste et c'est. Là, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est assez. Là encore, il y a pas mal de liberté de prise, puisque en fait, le personnage de Winslow Schott existe dans les comics et c'est le personnage du super vilain Toyman, Oui. qui pourtant est un super vilain connu de l'univers et qui est un vrai super vilain qui n'hésite pas à utiliser ses jouets justement pour
pour tuer des personnes ou pour être un méchant. Et du coup, dans cette version-ci, on a vraiment une version un peu plus, beaucoup plus même, je dirais, tout public. Oui, on est dans un épisode de Noël. J'ai préparé de la dinde et des haricots verts, des framboises et de la farce au marron. Vous savez que la farce, il faut la préparer soi-même, ça ne pousse pas comme ça dans la dinde. Oui, j'ai entendu ça quelque part. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh. C'est un des rares épisodes où on voit les parents de Clark aller au Daily Planet. Oui, c'est vrai. Et on voit que Jonathan n'est pas très familiarisé avec Metropolis, puisque tout le monde se marche dessus, tout le monde se bouscule, alors que Martha, comme à son habitude, elle est enjouée, mais elle change tout de suite de visage, comme tu disais, Maxime, quand elle voit quand elle voit Clark brûler le talon de la chaussure de Loïc avec sa mission thermique. Là, on découvre une Martha qui est capable d'être ferme avec son fils et de lui donner une fessée s'il en a besoin. Oui, c'est inhabituel dans la série. Et là où j'ai été surpris en le revoyant, en le revisionnant, c'est la présence de Denise Richards dans la série, qui est connue notamment pour avoir interprété, par exemple, une James Bond girl dans Le Monde ne suffit pas. Elle joue ici la petite amie de Jimmy Olsen. Ça vous a étonné? Vous vous en souveniez? Je me souvenais pas, moi, effectivement, qu'elle passait. Puis, effectivement, on vient de le voir dans l'extrait à côté, où, en fait, c'est une nouvelle venue, entre guillemets, au Daily Planet, et Jimmy tombe sous son charme, et suite aux effets du gaz qui va le retomber en enfance, il va truquer, justement, le Père Noël secret qu'ils ont mis en place pour que c'est lui qui récupère tous les cadeaux. Et oui, à la fin, comme tout épisode de Noël, forcément, ça se termine bien. Loïs viendra arranger les choses en expliquant qu'il n'était pas en état normal, et du coup, elle va accepter de sortir avec lui. Mais c'est vrai que je me souvenais pas du tout qu'elle avait joué là-dedans, parce que c'était bien avant qu'elle soit aussi connue. Mais c'est intéressant de la voir là-dedans. Et puis là aussi, il faut dire que on a aussi un Jimmy qui a quelque peu changé par rapport à avant. On a ici Justin Wallin qui remplace le premier interprète de Jimmy dans la première saison. Et son jeu est un peu différent, son interprétation est un peu différente. Personnellement, je trouvais qu'il colle moins bien au personnage de Jimmy que n'était le premier. Effectivement, en fait, je trouve que donc l'interprétation de Justin Wallin, elle est plus enfantin, c'est-à-dire que il a tendance à moins réfléchir quand il agit. Disons que il pense un peu plus à lui, je pense, avant de penser aux autres. Et c'est un des aspects qui m'a un petit peu gêné chez le personnage, et surtout sa coiffure. Parce que je trouve que pour le personnage de Jimmy Olsen, cette coiffure, elle va pas du tout avec le personnage. Et il semble côté production que les producteurs trouvaient que c'est Michael Lange, le premier interprète, je sais plus son nom, Michael Lange, je crois, qui apparemment cet acteur faisait trop d'ombre à Dean Cain. Moi, j'avais pas du tout cette impression-là. C'est ça, a priori, ils avaient peur qu'on confonde les deux personnages, puisque c'est vrai que niveau, ils sont tous les deux blancs, cheveux bruns, cheveux assez courts, même si Dean les avait assez longs quand même dans la première saison. Mais c'est vrai que par rapport à ce nouveau Jimmy, on distingue beaucoup plus les deux personnages. Mais personnellement, la première fois que j'ai vu cette série-là, et la première saison, à aucun moment je me suis dit il pourrait y avoir une ambiguïté entre qui est Jimmy, qui est Clark, et que Jimmy était un personnage plus important que Clark. Donc c'est vrai qu'à l'époque je n'avais pas vent de ce problème qu'a eu la production et qui en a résulté au changement de l'acteur. Mais c'est vrai que oui, ce Jimmy-là, je trouve qu'il
je trouve qu'il a aussi moins... il fait moins, comment dire, jeune qui cherche à tout prix à prouver qu'il est bon. Il a moins ce côté... je trouve que, parce que dans les comics, le personnage de Jimmy est certes un poil plus jeune que Lois et Clark, et ils sont relativement de la même génération. Alors que là, avec ce nouveau Jimmy, on sent bien que lui, il doit avoir au facile 5 à 6 ans de moins. Et je trouve que du coup, il fait vraiment beaucoup plus assistant, beaucoup plus novice là que l'était le précédent Jimmy. Et d'ailleurs, je pense que à la limite, je pense à ça là, en nous entendant parler. Peut-être que les producteurs ont dû se dire à un moment donné, parce que c'est vrai que Michael Lance, bon, quand on le voyait physiquement, il avait quand même un sacré physique, et c'est vrai que peut-être effectivement, sur certaines scènes, on va dire peut-être qu'il aurait pu faire de l'ombre, mais honnêtement, c'est pas si flagrant que ça. Mais entre le physique et de Dean Cain et celui de Michael Lance, c'est vrai que Michael Lance, il était quand même... il avait une bonne carrure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on sent que... Bon. Je ne sais plus, dans l'épisode dans un épisode, on le voit, quand il essaie de se jeter sous un bus, et qu'il est habillé en costard. Je crois que c'est dans l'épisode du filtre d'amour. Il veut se jeter sous le bus, et quand on le voit en costard bien coiffé, c'est vrai que là il aurait pu effectivement faire un peu d'ombre. Mais bon, il faut vraiment... c'est une histoire de... Après, côté scénario, je trouve que les épisodes avec Justin Whalin approfondissent plus la relation père-fils entre Jimmy et Perry White. Je trouve que c'est plus présent. Après, c'est pas forcément lié à l'interprétation de Justin Whalin, c'est plus l'orientation scénaristique de la série, mais c'est plus approfondi, me semble-t-il. En fait, dans ce que tu dis, tu me fais penser que effectivement, je sais pas si vous avez cette impression, mais c'est vrai que dans la première saison, on sent quand même que Jimmy il avait pas mal d'importance, entre guillemets. Et c'est vrai que je pense qu'ils se sont dit à un moment donné, il faut qu'on donne un peu moins de passage à Jimmy, parce que c'est vrai que dans la première saison, il y a plein de scènes, notamment l'épisode où ils sont coincés au Daily Planet, je ne sais plus, c'est en pleine nuit, le fameux braquage. Et là, on voit Jimmy en train de se débrouiller tout seul, à ses débrouillères. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui leur a fait dire qu'il faut que le personnage de Jimmy reste entre guillemets, à sa place, et qu'il ne déborde pas du cadre. Oui. Retrouvez très prochainement la suite de notre podcast dédié à Lois et Clark. Oh, je suis sûre que vous n'allez pas le regretter, vous allez vous régaler.